Aujourd'hui, suivez-moi et tentez de découvrir le secret détenu par une étrange découverte archéologique. Des têtes colossales vieilles de 3000 ans, sculptées dans la pierre en Mésoamérique à l'aube de la civilisation. Comment ce peuple a-t-il pu sculpter de tels monuments sans développer de technologie métallurgique? Qui était ce peuple que les archéologues appellent les Olmecs? Pour en savoir plus, je vais escalader les pentes d'un ancien volcan. C'est en quelque sorte de l'or noir. Chercher des réponses jusqu'au fond d'un puits de goudron. Je vais soulever des roches de 20 tonnes. Je n'ai tué personne et je n'ai rien abîmé. Et tenter de revivre l'incroyable défi qu'un peuple primitif a relevé avec succès. À la recherche de la vérité, je ne reculerai devant rien. La jungle d'Amérique centrale abrite un trésor qui demeure depuis des années un mystère pour les archéologues. Des têtes colossales en pierre. Bonjour, je suis Hunter Ellis. Ce monolithe pèse plus de 10 tonnes et a au moins 30 siècles. Mais qui l'a sculpté? Et comment? J'ai exploré le Mexique pour percer le secret de ces rois de pierre. Ils s'appelaient les Olmecs et ont dompté d'immenses forêts. Pour en savoir plus sur eux, nous avons remonté les différentes civilisations qui ont vécu sur ces terres. Les Aztèques sont les plus connus. Il y a 5000 ans, ils ont créé un vaste empire couvrant une surface de plus de 205 000 km². Ils ont bâti de vastes temples, d'immenses cités. Ils ont sacrifié des milliers de vies et les ont offertes à leurs dieux. Puis, ils sont tombés sous le joug des conquistadors espagnols. Mais avant eux, il y a eu les Olmecs. Les Mayas sont eux aussi assez connus et nous ont également laissé un incroyable héritage de pierre. Ils ont régné sur un empire de 260 000 km² et sur plus de 20 millions d'hommes. Les murs de leur temple nous racontent l'apogée et le déclin de leurs dieux et de leurs rois. Mais nous remonterons encore plus loin. Des siècles avant l'avènement du peuple maya et 1200 ans avant la naissance du Christ, les Olmecs émergeaient de la forêt tropicale des plaines mexicaines. À des kilomètres de là, Ramsès régnait sur l'Égypte ancienne. Mais en Amérique centrale, jusqu'à ce que les Olmecs s'y installent, c'était la jungle qui régnait. En termes d'hommes, les civilisations aztèques et mayas comptaient bien plus d'individus. Mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le peuple Olmec était peut-être moins nombreux, mais il a été le premier à régner sur la jungle. De nos jours, le mystère de ce peuple reste entier. La forêt a englouti presque tout ce que les Olmecs avaient construit. D'ailleurs, le monde ignorait tout de leur existence jusqu'à ce que la première tête géante ne fasse son apparition. Des têtes colossales, étranges, sans corps, au nombre de 17, jusqu'à présent. Le musée d'anthropologie de Xalapa, au Mexique, abrite 6 de ces têtes. C'est la plus grande collection de têtes Olmecs au monde. Pour le conservateur, Roberto Luna Gomez, ces têtes sont les pièces les plus mystérieuses du musée. Hola Roberto, comment est-ce? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. Comment ont-ils réussi à sculpter ces têtes? Ça remonte à tant d'années. De quels outils se servaient-ils? Ils n'avaient pas de métal, uniquement... Ils cognaient des pierres sur la pierre? Oui, uniquement. Ils frappaient dessus avec des cailloux pour la façonner, pierre contre pierre. D'après Roberto, les traits de ce visage ont été laborieusement sculptés en battant le rocher à l'aide d'autres pierres. Mais qui étaient ces personnages? Et que signifient ces énormes têtes? Ces têtes sont d'impressionnantes œuvres d'art. Les plus grosses pèsent plus de 20 tonnes et mesurent plus de 3 mètres. Chaque tête est coiffée d'un casque différent et chaque visage est unique. Grave, bienveillant, puissant. Sur le plan archéologique, ces têtes sont prodigieuses. Pour obtenir plus d'informations, je me rends à San Lorenzo, la première capitale Olmec. À l'époque, cet endroit était une jungle marécageuse. Pour les archéologues, retrouver les vestiges de cette civilisation antique n'a pas été une mince affaire. Les os, le textile, le bois,
C'est simple, tout ce qui n'est pas poterie ou pierre tombe en pourriture. Et il n'y a rien de tel qu'arpenter la jungle par une chaleur aussi humide. Le premier grand foyer de population d'Amérique centrale s'est installé en haut de cette corniche. Les Olmecs ont bâti d'autres cités dans cette région, mais c'est ici que tout a commencé. Nous voici à San Lorenzo. Certaines personnes pensent que c'était la première ville d'Amérique centrale. Je sais, moi aussi je la cherche. Il n'est pas aisé de distinguer les vestiges d'une civilisation en ce lieu. Au contraire des ruines aztèques et mayas, les monuments olmèques ont été engloutis dans le sol de la forêt. Il y a 3200 ans, cette montagne était entourée d'une jungle dense, de marécages et de rivières. Aujourd'hui encore, cet endroit paraît peu hospitalier pour accueillir la première civilisation d'Amérique centrale. Mais n'allez pas dire cela au professeur Anne Siefers. Cela fait plus de 20 ans qu'elle creuse le sol de San Lorenzo. Elle a beaucoup de respect pour le peuple olmec. Ce site fait une superficie d'à peu près 7 km². Combien de personnes habitaient ici? Le plateau s'étend à perte de vue, c'est immense. Sur le site de San Lorenzo à proprement parler, il y avait à peu près 5500 personnes. Et malgré les nombreux projets conduits ici depuis les 60 dernières années, nous n'avons exploré qu'un petit % de la couche superficielle de la surface du sol. Il pourrait y avoir encore plein de têtes autour de nous qu'on n'a pas découvertes. Il pourrait y avoir des choses incroyables, oui, mais comme il faut creuser pour les trouver, ça prend un temps considérable. Le site de San Lorenzo a révélé 10 têtes colossales, mais elles n'ont pas été faciles à trouver. Les premières têtes furent déterrées dans les années 1800. Elles suscitèrent la curiosité. Dégagées des profondeurs de la Terre, rien de semblable n'avait été vu auparavant. Les gens étaient perplexes. Les spéculations allaient bon train. À qui appartenaient ces visages? Des colons venus d'Afrique les avaient-ils sculptés? Étaient-ils des vestiges d'œuvres d'art réalisées par les survivants d'Atlantis? Mais en 1940, les archéologues s'étaient remis de leur surprise. Ils commencèrent à les apprécier en tant qu'œuvres d'art indigènes et décidèrent de qualifier les Olmecs de San Lorenzo la première civilisation d'Amérique centrale. C'est une histoire qu'Anne Siefers connaît mieux que quiconque. Il y avait quelque chose de très intéressant par là, vers l'est. Je vous suis. Malheureusement, cette chose très intéressante n'est plus là. Un énorme trou. C'est un énorme trou et il y avait quelque chose de colossal dedans. Une tête colossale, j'imagine. Bien vu. Quelle tête a été découverte ici? La numéro 8 a été extraite de cet endroit. C'est celle qui est très bien conservée devant le musée, non? Oui, c'est la première qu'on voit en entrant dans le musée de Xalapa. Incroyable. Elle se trouvait ici. Incroyable. Mais ce qu'il y a de fascinant à propos de sa découverte, c'est qu'elle a été enterrée intentionnellement dans une plateforme de terre. Autrement dit, elle a été cachée sous la terre. Elle a été mise en terre puis recouverte d'une plateforme, de manière à ce que la tête soit encadrée et complètement recouverte de terre et ainsi invisible. On dirait un monument commémoratif. Tout à fait. Une œuvre hautement symbolique. Il est d'ailleurs intéressant de noter qu'elle se situe à l'est. L'est, là où le soleil se lève, peut-être l'endroit où demeuraient leurs ancêtres. Chose étonnante, ce n'est pas le temps qui a dissimulé cette sculpture colossale. Elle a été volontairement enfouie sous terre et enterrée avec cérémonie. Les autres têtes ont été exposées aux intempéries et présentent des signes d'érosion. Mais pas celle-ci. Elle est unique. Encore un mystère olmec. Car si certains de leurs monuments géants ont été découverts, leur vie quotidienne reste une énigme pour nous. L'archéologue Carl Wendt tente de rassembler les pièces du puzzle. Il étudie les matériaux que les Olmecs avaient en leur possession et comment ils s'en servaient. Il affirme que les Olmecs disposaient d'une ressource particulière que je dois voir de mes propres yeux. Bon, on a besoin de quoi? De seaux, de pelles. Cette activité a l'air plutôt salissante. Voilà. Et bien sûr une paire de bottes. Des bottes? Il n'y en a qu'une paire. C'est le lot du petit nouveau, c'est ça? Ouais. Il va falloir se salir les mains. Nous avons traversé un champ. Mais quand les Olmecs sont arrivés, le paysage n'était pas le même. Ils ont dû apprivoiser la jungle. Ce qui se trouvait ici était donc très précieux. Et ça l'est toujours. Regardez-moi ça!
un véritable lac de goudron. C'est génial! C'est de l'or noir! Oui, on peut dire ça. On voit des petites bulles à la surface, c'est super! C'est du pétrole brut. Ça sort du sol comme ça, c'est naturel. Non, c'est vous? C'est pas comme un lac de glace qui pourrait céder d'une seconde à l'autre, si? Non. Non, faites juste attention de ne pas glisser. J'ai laissé la corde dans la voiture. C'est inflammable? Oui, mais j'ai compris grâce aux différentes études que j'ai menées qu'il faut porter cette substance à une très haute température avant qu'elle ne commence à brûler. Ça va pour l'instant alors? Pour l'instant, oui, mais si vous faites un feu de joie au milieu du lac, ça va prendre feu. Carl affirme que la région regorge de gisements comme celui-ci. Il y en a tout autour du site Olmec à San Lorenzo. Bon, comment on fait? Nous sommes au cœur des ressources de pétrole du Mexique. Ici, le pétrole brut suinte remonte à la surface et se fige. Prenez un bon échantillon de matière et inclinez un peu votre pelle. Regardez-moi cette magnifique boue. On voit l'eau perler à la surface. Oui. Ils s'en servaient pourquoi? On sait par exemple qu'ils s'en servaient pour décorer des choses. C'était comme une sorte de peinture qu'ils appliquaient sur des figurines. On sait aussi qu'ils s'en servaient comme d'un adhésif. Ils l'utilisaient vraiment de manière différente, un peu comme les gens utilisent la colle aujourd'hui. La colle? À peu près. Ça sert à tout. Eh oui. Il semblerait donc que l'homme utilise l'asphalte depuis des millénaires. Et c'est particulièrement vrai ici, en Amérique centrale. Pour Carl, les fragments d'asphalte retrouvés loin de San Lorenzo sont inestimables. Ces morceaux furent un jour ramassés puis utilisés par les Olmecs. La plupart de leurs outils ont pourri il y a bien des années. Mais de nombreux matériaux utilisés par les Olmecs, notamment le bois et le textile, ont laissé leur empreinte dans l'asphalte. Ces petits détails nous permettent d'en savoir un peu plus sur la vie quotidienne des Olmecs. Racontez-moi ce que vous avez pu découvrir sur les Olmecs en faisant des recherches sur ce site. Mon travail ne consiste pas uniquement en une série d'expériences pour comprendre comment ils fabriquaient les objets qu'ils utilisaient, mais il comprend aussi une partie où je cherche la source des matériaux qu'ils utilisaient. En d'autres termes, il y a des objets que nous avons déterrés, des objets en asphalte, et nous avons réussi à localiser d'où ils provenaient. Cela nous a permis d'en savoir plus sur leur mode de commerce, d'échange, leurs interactions entre eux et toutes ces choses qu'un archéologue a beaucoup de mal à comprendre. En étudiant des objets en asphalte, les archéologues ont une vision plus nette de la manière dont les Olmecs échangeaient leurs matériaux et produits finis. Ils ont découvert que les objets Olmecs avaient parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres. On a 2 seaux, ça va suffire? Je crois, oui. Je me suis déjà sali. Bon, moi je suis coincé. Bien, essayons de nous en dépêtrer. D'accord, c'est parti. Le peuple Olmec ne comptait qu'un petit nombre d'individus, mais ils avaient de grandes idées. Ils ont sculpté de gigantesques monuments de pierre. Mais leur culture reste une des plus grandes énigmes de l'Amérique centrale. La plupart de leurs secrets sont toujours enfouis là où se tenait leur première ville, un endroit que les archéologues appellent San Lorenzo. Anne Siefers tente de comprendre à quoi ressemblait cette ville. Pour ce faire, elle prélève des carottes de terre sur le site qui s'étend sur plus de 75 km². Voici Don Juan. Bonjour, moi c'est Hunter. Et Marisol Varela. Marisol, ravi de vous rencontrer. Anne m'a proposé de réaliser un prélèvement. Son équipe a réalisé 3000 prélèvements d'échantillons à San Lorenzo, espacés de manière régulière sur tout le site, tous les 20 mètres. Dites-moi ce qui vous indiquera que les Olmecs ont vécu ici ou pas. Ce qui est intéressant, c'est de trouver des éléments pouvant être des vestiges. Par exemple, le sol laisse des empreintes reconnaissables et cela peut être révélé dans la constitution de la terre. Comment verrez-vous la différence si on tombe sur un lieu qui a été habité? Souvent, on trouve les morceaux venant du sol des habitations. Il y en a un fabriqué à partir de plâtre en sable rouge sang ou orange. Il y a aussi le sol fait de pierre. Si on est sur une ancienne habitation, les carottes ramènent des fragments de sol et il est alors très clair qu'on est tombé sur le sol d'un bâtiment.
Donc on repère facilement la pierre ou la couleur rouge ou orange, et c'est comme ça qu'on sait qu'à cette profondeur, il y a des ruines. Tout à fait. Alors on mesure à quelle profondeur on a creusé avec la carotte. D'accord, donc à chaque échantillon, vous mesurez la profondeur pour savoir ce que vous avez trouvé et où. Là, on est à peu près à 31 cm de profondeur, je crois. Il n'y a pas de je crois ou de à peu près qui tiennent. Il nous faut une mesure exacte. Très précise, d'accord. Pas de problème, j'y retourne. 31 cm. Très bien, Hunter. Ça mesure un peu plus d'1,50 m, mais comment on fait quand on veut explorer plus en profondeur? Quand on a enfoncé la totalité de l'extension sous la terre, il faut fixer une nouvelle extension. Nous en avons quelques-unes ici. Manuellement, on est descendu jusqu'à 19 mètres de profondeur. Sans blague? Sans blague. C'est énorme. À la force des bras? À la force des bras. Don Juan, vous êtes très fort. Il faut 4, 5, parfois 6 hommes pour y arriver. Ça alors? Je comprends mieux pourquoi on connaît si peu de choses sur les Olmecs. Le niveau auquel ils ont vécu se situe à presque 20 mètres de profondeur. En fait, on recherche des trésors enfouis. Cet endroit étant un site Olmec, le trésor que j'aimerais découvrir n'est constitué ni d'or ni de bijoux, mais de pierre. Et c'est presque aussi rare. Car la source de pierre la plus proche pour fabriquer ces têtes colossales se trouve à une sacrée trotte d'ici, dans les montagnes de Los Tuxtla. Cette chaîne volcanique se situe dans le sud de Veracruz, à plus de 60 km de San Lorenzo. Ici, les pierres colossales ne sont pas exception. La plupart étaient de véritables bombes, des boules de lave crachées par des volcans en éruption. Mais si les Olmecs venaient jusqu'ici chercher les pierres pour leurs sculptures, comment les ramenaient-ils? Les Olmecs ne choisissaient pas n'importe quel type de pierre pour sculpter les têtes colossales. Ils utilisaient un basalte particulièrement solide. J'ai entendu dire qu'il y avait un atelier Olmec dans le coin. Afin de comprendre pourquoi les Olmecs choisissaient un matériau qui nécessitait tant de main-d'œuvre, je vais m'entretenir avec le professeur Richard Deal. Enchanté! Je ne veux pas vous donner un coup de machette. Je vous en suis reconnaissant. Ces deux pierres biscornues témoignent de nombreuses heures de travail pour les Olmecs. C'est ce que nous appelons du basalte vésiculaire. Il vient des montagnes Cerro-Sintepec qui se trouvent juste derrière nous. Y a-t-il un visage sculpté dans cette pierre? Non, la partie sur laquelle je suis assis aurait été le dessus. D'accord. Par contre, ils ont bien lissé les côtés. Et il y a cette encoche. Je me demandais ce que c'était. Eh bien, on ne sait pas exactement ce que c'est. Je suppose qu'à ce stade de confection, elle a été délibérément laissée afin de permettre de déplacer la pierre. Peut-être pour pouvoir l'attacher. Un endroit où on pouvait la fixer. Tout à fait. Pour avoir un peu d'emprise. Cette pierre a été abandonnée au milieu de sa réalisation. D'accord. C'est pourquoi elle est si intéressante. Elle nous permet de comprendre comment les pierres étaient sculptées. Les archéologues ont trouvé cette pierre en deux morceaux. Mais si on essaie de les poser l'une sur l'autre, on comprend que le petit bloc formait auparavant le haut de la pierre. Pourquoi ce type de pierre en particulier? Quelles sont ses principales caractéristiques? Je pense que ça vient du lien entre la pierre et les volcans. Ces cailloux sont nés du feu. Je crois qu'ils leur ont associé le concept de l'enfer, de la demeure des dieux sous les volcans. Ces pierres ont été crachées par des volcans lors de différentes éruptions, ont dévalé les pentes et ont terminé leur course ici, où c'est relativement plat. Et c'est là que les Olmecs sont venus chercher le type de pierre dont ils voulaient se servir. Selon Richard, un groupe de sculpteurs expérimentés et leurs apprentis repéraient sûrement une pierre puis la travaillaient pendant des semaines. Ils réalisaient une ébauche du visage sur place. Puis, transportaient la tête à San Lorenzo pour la terminer. Apparemment, ils avaient commencé à façonner la pierre quand un accident s'est produit. C'était sans doute un apprenti. Peut-être. Elle est cassée. Si c'est lui qui l'a cassée après cet incident, il est sans doute devenu fermier. Sa carrière de sculpteur était terminée. Ils devaient travailler en petits groupes pour réaliser les ébauches de traits sur la pierre. Et quand il fallait la déplacer, ils appelaient leurs copains à la rescousse. Toute la communauté a dû être sollicitée pour venir les aider. C'est vraiment incroyable. C'est extraordinaire ce que ces hommes pouvaient faire. Ces sculptures de pierre ont été retrouvées à plus de 60 km de là.
Comment ce peuple qui ne connaissait pas la roue pouvait-il déplacer des rochers de 40 tonnes? Et dans quel but? Passons un peu aux travaux pratiques. Que faut-il pour déplacer une tête colossale? Avant les Olmecs, les peuples d'Amérique centrale formaient de petits groupes. Ils survivaient grâce à la chasse, à la cueillette et à une agriculture très locale. Les groupes étaient éparpillés. Ils n'avaient pas de chef qui les gouvernait et qui dirigeait la main-d'œuvre. Puis, en 1200 avant Jésus-Christ, les Olmecs sortirent de leur forêt et établirent le premier centre politique d'Amérique centrale. Une ville où s'élevaient de puissants monuments. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette décision? Nous ne le saurons peut-être jamais, mais ils nous ont laissé quelques indices de taille, au sens propre du terme. Les façonnés ne représentaient que la moitié du travail. Comment transportaient-ils ces énormes cailloux jusqu'à leur capitale, qui se situait à plus de 60 km au milieu d'un marécage? Aujourd'hui, il suffit de lever le petit doigt et de passer un petit coup de téléphone. Essayons d'en soulever un pour évaluer le poids que ça peut représenter. En voilà un parfait pour sculpter une tête géante. Cette pierre, s'il vous plaît. Cette grue peut soulever jusqu'à 20 tonnes. Ça devrait suffire. On va essayer de soulever cet énorme caillou. On va voir si ces sangles sont solides. La grue devrait pouvoir soulever cette pierre sans problème, mais j'ai des doutes quant à l'utilisation d'une seule sangle en nylon. Et c'est un succès. Il n'y a plus qu'à choisir la personne que nous allons présenter. 14 tonnes et pas une goutte de sueur. On n'a fourni aucun effort. Bon, je vais voir si je peux le déplacer. Celui-là? De quel côté? Comme ça? Celui-là pour descendre. La barrière de la langue, ça complique tout. Ce n'était pas aussi simple pour les Olmecs. Cette pierre ne fait que la moitié des pierres qu'ils déplaçaient. Certaines sont jusqu'à 2 fois plus grosses. Et voilà, je n'ai tué personne et je n'ai rien abîmé. Sacré coup de chance. Avec leurs muscles et une bonne dose de détermination, les Olmecs déplaçaient des pierres de plus de 40 tonnes. Mais comment y arrivaient-ils? Personne ne le sait vraiment, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il leur fallait beaucoup d'hommes. Ceci dit, le professeur Carl Wendt a sa petite idée là-dessus. Ça n'a rien d'une tête Olmec? Non, ce n'en est pas une, mais vous pourriez être surpris. Ouais. Bon, combien pensez-vous que chacune d'elles pèse? Sans doute une demi-tonne à vue de nez. D'accord, donc à peu près 500 kilos. Les plus petites têtes Olmec pèsent dans les combien? Bien plus, 70, 80 tonnes. Ce qui veut dire que ça équivaut à environ 14 à 20 fois ces pierres-là. Approximativement. Commençons doucement. J'aimerais voir ce qu'on peut faire avec celle-ci. Bon, d'accord, mais comme vous voulez. Ça peut paraître un pari un peu fou, mais quand on réfléchit, quels outils les Olmecs avaient-ils à leur disposition? Ils n'avaient pas d'outils en métal, mais ils avaient peut-être tressé des lianes pour faire des cordes. Ou inventé des leviers en bois. Et avec un levier, c'est tout de suite plus facile. Comment faisaient les autres peuples? Très bonne question. Nous avons élaboré nos théories pour les Olmecs en nous basant sur ce qu'utilisaient les autres peuples. Ils se servaient d'une multitude d'objets pour éviter que la pierre ne traîne sur le sol et afin d'alléger un peu son poids. Pendant que les Égyptiens élevaient leurs pyramides pierre après pierre, les Olmecs faisaient de même avec leurs têtes colossales. Mais à une échelle tout à fait différente. La population de San Lorenzo ne comptait que 5500 hommes. Leur défi s'apparentait un peu à celui de Carl et moi aujourd'hui. Bon, comment on s'y prend? Aucune idée, au moins on a la main-d'œuvre. On doit pouvoir déplacer des montagnes avec ces costauds.
on leur a demandé de trouver un moyen de déplacer ces pierres en n'utilisant que des cordes, des leviers et leurs muscles. C'est incroyable le nombre d'hommes qu'il faut pour déplacer ces petites pierres. Du coup, je m'imagine des centaines d'Olmecs en train d'essayer de soulever des pierres 10 fois plus grosses. Il y a eu des estimations de fait. D'après leurs résultats, un homme pouvait déplacer un peu plus de 20 kilos sur une longue distance et à peu près 45 kilos sur une courte distance. C'est comme ça qu'on s'y est pris pour faire nos calculs. En se basant sur ce qu'une personne peut soulever, les archéologues ont calculé qu'il fallait plus de 1000 hommes pour transporter une pierre de 40 tonnes. Soit l'équivalent de 2 camions poubelles pleins. Le transport des pierres se déroulait probablement en différentes étapes et s'étalait sur une année. Il y a 17 personnes. 17 hommes pour bouger ces pierres. Pour les faire glisser. De plus, les Olmecs avaient sûrement besoin d'autant de personnes pour les nourrir, préparer leur abri et leur dégager la route. Ils arrivent à la bouger, mais ça ne va pas très vite. Je crois qu'on devrait changer de technique et la mettre sur une sorte de luge. Karl pense que les Olmecs auraient essayé de réduire le frottement autant que possible. Une luge en bois que l'on peut tirer rend les choses plus faciles. C'est plus rapide. Ouais, beaucoup mieux. Souvenez-vous qu'ils n'ont jamais inventé la roue. Le mieux qu'ils aient pu faire, c'est de faire avancer la luge sur des rondins de bois. Il faut l'installer dessus. Je commence à me rendre compte de tous les obstacles que les Olmecs ont dû affronter. Mais la plus grande invention des Olmecs réside dans leur manière d'organiser leur main-d'œuvre. Même en utilisant les matériaux que les Olmecs avaient à leur disposition, déplacer ces pierres dans cet environnement n'est pas une mince affaire. Mais la grande question, c'est que faisaient-ils lorsqu'ils arrivaient devant un marécage ou une rivière? Car dans cette région, il y en a partout. Afin de transporter les pierres jusqu'à leur ville, qui à l'époque se situait sur ce plateau, tout là-bas, les Olmecs ont dû traverser des kilomètres et des kilomètres de marécages et de jungle, qui aujourd'hui ont été remplacés par des champs. Mais lorsqu'il pleut, cette zone est très vite inondée, et San Lorenzo se transforme en île. La population de San Lorenzo se nourrissait grâce à la végétation qui poussait dans les zones humides. La sculpture de monuments publics a été rendue possible car certains produisaient plus de nourriture qu'ils n'avaient besoin. D'autres pouvaient donc se consacrer à l'artisanat. Encore aujourd'hui, muni d'un filet, un seul homme peut ramener beaucoup de nourriture. Voyons comment. J'ai décidé de rencontrer des gens de la région. Cet homme va m'enseigner l'art du lancer de filet. Vous pouvez m'apprendre à faire ça? Ça ne va pas être évident, je suis nul en espagnol. On fait des boucles. Les Olmecs procédaient sûrement de cette manière pour pêcher. Mais je parie qu'ils étaient bien meilleurs que moi. C'est très compliqué, je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. Si leurs filets ont disparu, on a cependant retrouvé des perles en céramique qui ont certainement servi à lester leurs filets. C'est la chance du débutant. Mon premier poisson. Mon premier. Il y en a deux. Deux pêcheurs. L'eau était une ressource importante pour les Olmecs, mais cet environnement présente aussi des contraintes. Néanmoins, ce peuple s'est donné les moyens de trouver des solutions et de les mettre en œuvre grâce à leurs hommes. D'après l'archéologue Hans Siefers, malgré leur nombre réduit, les Olmecs ont tout de même réussi à faire évoluer le paysage de leur région. Ils ont transporté des millions et des millions de mètres cubes de terre afin d'élargir l'espace habitable. Le site entier était entouré de ces plateaux surélevés, créés par les Olmecs eux-mêmes. C'est difficile de se rendre compte de la quantité de terre qu'ils ont dû apporter. Ça se compte en millions de mètres cubes. Donc ils ont consacré beaucoup de temps et d'énergie à façonner ce site. Oui.
Indirectement, cela nous fournit une indication du nombre d'hommes nécessaires à un tel chantier. Même si le travail s'est échelonné sur des siècles, il a tout de même fallu un grand nombre d'hommes pour arriver à ce résultat. Donc vous pensez qu'il y avait beaucoup d'ouvriers et peu de dirigeants qui, eux, déléguaient le travail? Oui, il leur fallait des chefs pour organiser tout ça. Les premiers Olmecs ont choisi de s'installer dans les hauteurs pour avoir facilement accès aux zones humides. Puis, à mesure que la population croissait, ils aménageaient les flancs de montagne pour les rendre habitables jusqu'à ce que le plateau s'étende sur plus de 800 000 mètres carrés. De tels projets de travaux publics n'avaient encore jamais été vus en Mésoamérique. Et pour ça, il fallait qu'il y ait un chef. Qui était à la tête des Olmecs? Les statues géantes sont peut-être une des clés de ce mystère. En fait, les archéologues pensent que chaque tête ne représente pas un dieu, mais plutôt un roi. Je me souviens de quelque chose que Roberto m'a montré. Certaines des têtes comportent des marques étranges. Ces encoches indiquent-elles qu'il y avait quelque chose à cet endroit avant que les têtes ne soient sculptées? La réponse à cette question a été apportée il y a très peu de temps, et elle éclaire d'un nouveau jour ce que nous savons des têtes colossales. Ces deux trous ressemblent à ceux qu'on trouve sur une sculpture appelée une plateforme royale, ou autrement dit un trône. Les creux situés derrière le personnage assis forment de profondes niches qui correspondent exactement à celles des têtes. Cette découverte nous amène donc à croire que le trône royal était retourné et que les Olmecs sculptaient un visage dans sa partie supérieure et lisse. Cette partie-là correspondait donc au-dessus de l'ancien trône. C'est peut-être pour ça que les visages sont si plats, non? Oui, exactement. Il est possible que ces pierres en basalte aient été si difficiles à transporter que les Olmecs les réutilisaient systématiquement. Les Olmecs avaient déjà inventé le recyclage. Selon une des théories, un nouveau dirigeant faisait sculpter son visage sur le trône de son prédécesseur. Selon une autre, lorsqu'un chef décédait, on se servait de son trône pour sculpter son visage et en faire un monument funéraire. En fait, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, ces énormes pierres étaient d'importants symboles du pouvoir d'un dirigeant et représentaient sa capacité à régner sur des centaines d'hommes. Les Olmecs exploitaient toutes les ressources qui étaient à leur disposition. Ils avaient assez de main-d'œuvre pour voir les choses en grand. En utilisant des sortes de luges, des mécanismes de roulement et leurs muscles, ils rapportaient leurs pierres gigantesques des montagnes. Mais il leur fallait changer de tactique une fois arrivés devant une rivière ou un marécage. Nous allons mettre à l'épreuve les théories de Carl Wendt sur la technique qu'employaient les Olmecs pour traverser les rivières. Salut Carl, comment allez-vous? Ça va, merci. Tout le monde est à l'ouvrage? Oui, on fait des expériences. On essaie de comprendre comment les Olmecs transportaient leurs pierres. Le problème, c'est qu'on sait peu de choses sur eux. À mon avis, ils se servaient de l'eau pour les déplacer. Vous montrez? Bien sûr. Les Olmecs devaient très bien savoir construire des bateaux. Pour la vie de tous les jours, notamment pour la pêche et pour se déplacer, les Olmecs avaient très certainement besoin de bateaux. Mais avaient-ils construit un bateau pouvant accueillir une pierre de 40 tonnes? Carl ne sait pas à quoi pouvaient ressembler les bateaux Olmecs, car aucun n'a survécu. Ce qu'il sait en revanche, c'est qu'ils avaient à leur disposition un matériau très pratique. Cette matière gluante que je l'ai aidé à prélever, du bitume, de l'asphalte naturel. Dans nos fouilles, on a trouvé beaucoup d'objets en asphalte, particulièrement dans les zones situées près des rivières. Je pense qu'ils s'en servaient surtout pour isoler les objets destinés à aller dans l'eau et ainsi les rendre imperméables. Intéressant, ils rendaient leurs bateaux étanches. Tout à fait. Comment procédaient-ils? Nous allons aujourd'hui faire une expérience en versant l'asphalte dans des récipients que nous allons faire chauffer quelque temps afin que les éléments volatiles s'évaporent. Au bout de 20 minutes, on ajoutera les additifs et le tour sera joué. C'est comme ça que faisaient les Olmecs? Oui, sûrement. Dans nos fouilles, on a trouvé des pots qui contenaient des résidus d'asphalte à l'intérieur et des gouttes qui avaient coulé à l'extérieur. Il y a donc des chances qu'ils aient procédé de cette manière, faire chauffer la substance dans des pots pour obtenir le résultat désiré et ensuite l'appliquer sur les objets. D'accord. Au fourneau. C'est ce qu'on va faire, c'est parti. On le verse dans le pot, c'est ça? Oui. Cette recette est plus compliquée qu'elle en a l'air. Carl affirme avoir jeté des centaines de seaux inutilisables car ils étaient tour à tour trop liquides, trop collants ou trop fragiles. Et voilà. Pas mal. Allez-y, allumez le feu. Il faut le faire chauffer combien de temps? On va d'abord le laisser 20 minutes et puis on va tester la matière pour voir comment elle évolue.
En chauffant, l'asphalte change d'état et se transforme en matière molle et gluante qui se solidifie en séchant. Le mélange est en train d'épaissir. On commence à voir la différence. Il perd son aspect souple et léger comme du yaourt. Oui, ça va s'épaissir de plus en plus. On va la laisser chauffer un peu plus longtemps. D'accord. Comme ça, les deux matières vont vraiment se mélanger. Ça fait des bulles à la surface. Au final, on aura à peu près 2 fois plus de matière. D'accord. Mais si on ne la surveille pas, ça va déborder, prendre feu et on va voir des boules de feu voler. Malheureusement, nos avocats ne nous ont pas donné leur feu vert pour les boules de feu. Peut-être pour un prochain épisode. Ensuite, on va attendre un petit peu afin de se débarrasser de l'eau que l'asphalte contenait quand on l'a prélevé. Puis on va ajouter notre propre additif, cette herbe, la hoja blanca. C'est ce qui va épaissir la mixture. Tout à fait, ça va éviter que l'asphalte ne fonde au soleil. Moi, j'ai l'impression de fondre au soleil. Il fait une chaleur de plomb. Effectivement. Les Olmecs utilisaient les feuilles qu'ils avaient à portée de main, parfois même du sable ou de la terre. Ajouter des éléments au mélange pendant qu'il chauffe permet de le faire épaissir plus rapidement et ainsi de consommer moins de bois pour alimenter le feu. Il y a peu de différence entre l'asphalte que les Olmecs préparaient il y a 3000 ans et la matière qu'on utilise pour faire les routes de nos jours. Quelle forme de bateau allez-vous faire? À quoi pouvaient ressembler les canoës des Olmecs? Et étant donné que tout pourrit dans cet environnement humide, on ne sait pas du tout si les Olmecs avaient des canoës en planche comme ceci. Karl m'a expliqué que les Olmecs utilisaient probablement des rafts ou des canoës creusés dans le bois. Aujourd'hui, il est plus difficile de trouver de gros arbres, alors il expérimente plusieurs types de construction. Superbe! Allez! Ce qui est certain, c'est qu'ils devaient rendre leurs embarcations résistantes à l'eau. Essayons avec notre asphalte. Alors, c'est sûrement comme ça qu'ils faisaient? Oui. On va s'en servir pour rendre notre bateau étanche. Les Olmecs auraient pu fabriquer ce genre de canoë. Karl a trouvé des empreintes de palmier royal dans de l'asphalte. Le tronc de cet arbre, long et cylindrique, se scinde facilement en deux. Même s'ils creusaient leurs canoës dans des troncs d'arbres, les Olmecs les recouvraient sûrement d'asphalte afin d'éviter qu'ils ne pourrissent. Il faut combien de temps pour que ça durcisse? La mixture qu'on a obtenue va se solidifier assez rapidement, mais il faut d'abord la laisser reposer. D'accord. Très bien. C'est joli, non? Comment on enlève ça? Avec de l'huile pour bébé. Sans blague? Ou de l'essence si vous préférez. J'espère que ça va partir. Ça ne ressemble pas vraiment à un bateau d'il y a 3000 ans, mais ça devrait nous suffire. Notre bateau Olmec va-t-il supporter le poids de la pierre? Ou ce dernier va-t-il faire sombrer l'embarcation et nous faire nager avec les caïmans? Il y a 3000 ans, les Olmecs transportaient des blocs de pierre de 40 tonnes sur des kilomètres et des kilomètres à travers les marécages et les rivières. Pour cela, ils avaient besoin de bateaux assez grands pour accueillir ces pierres géantes. Nous ne savons pas à quoi ces bateaux ressemblaient, mais nous avons une idée de leur taille. L'archéologue Karl Wendt et moi avons fabriqué un canoë et l'avons couvert du même asphalte que les Olmecs faisaient il y a 3000 ans. Notre bateau sera-t-il assez costaud pour transporter une pierre? Nous sommes le long de la rivière Chiquito, près de San Lorenzo. Il y a des rivières partout dans cette région. Certes, le chemin par la rivière fait des détours, mais c'est plus efficace que de transporter la pierre par la voie terrestre. Certains archéologues pensent même que les Olmecs passaient par le golfe de Mexico pour revenir par la rivière Coatzacoalcos afin de rapporter leurs pierres colossales. D'abord, je vérifie que le bateau flotte. Pour l'instant, tout va bien. Le canoë ne prend pas l'eau. Non. Qu'est-ce que vous pensez si on mettait une pierre dans le bateau? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour le moment. Si vous faites ça, c'est sans moi. Notre bateau est petit mais fonctionnel. Les Olmecs, eux, devaient avoir des canoës de près de 15 mètres pour les trajets les plus longs. Ceci dit, il faut un bateau bien plus grand pour supporter une pierre de 20 tonnes.
Notre petit canoë ne résisterait même pas à cette pierre relativement petite. Il nous faut plus de flottabilité. Je pense qu'il va falloir en mettre 2 ou 3 côte à côte et trouver un moyen de les attacher. D'accord. Ensuite, on ira chercher une corde et on essaiera de poser une plateforme par-dessus. Comme ça, le poids sera mieux réparti. Voilà, je pense qu'on n'ira pas loin avec ça. Non, ce n'est pas très stable. Ça ne suffit pas. Bon, on a du pain sur la planche. Oui, allons-y. Regardez-moi ça. Sacré bateau. Oui, Ça a l'air solide. ils ont fait du bon travail. Oui, c'est plus grand. Combien de personnes peuvent monter à bord de ces canoës? 5 ou 6, sans trop de problèmes. Ça fait 340 kilos par canoë, un peu moins d'une tonne en tout. Vous pensez qu'on peut déplacer une grosse pierre comme ça? Honnêtement, ça m'a l'air solide. Je suis optimiste. On essaie? Allez. D'accord, on y va. C'est là qu'il faut consulter les experts. Il se passe ici ce qui se passe dans tous les autres pays du monde. Tout le monde a son idée sur la manière dont il faut procéder. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, on verra le résultat. Incroyable! J'en crois pas mes yeux. Imaginez une pierre 20 fois plus grosse. Nous avons vu juste, nos calculs étaient presque parfaits. Mais entre le poids de la pierre et les 3 hommes, l'embarcation n'est pas très stable et menace de prendre l'eau. Les Olmecs, eux, savaient ce qu'ils faisaient. Une fois la pierre embarquée sur le raft, non seulement elle devient facile à transporter, mais une équipe réduite peut s'en charger. Maintenant, on peut se pencher sur les chiffres. Il a fallu 3 canoës de 4,50 m pour transporter notre pierre d'une demi-tonne. Pour déplacer une pierre 80 fois plus grosse, il faudrait attacher ensemble 240 canoës comme cela. Mais si les Olmecs avaient en leur possession des canoës d'un peu plus de 15 mètres, avec une capacité de 3 tonnes, alors ils n'avaient besoin que de 14 bateaux. Ce qui est plus facile à concevoir. À côté, notre embarcation est minuscule. Il y a 3000 ans, les Olmecs rapportaient leurs pierres géantes des flancs du volcan. Les chefs Olmecs ont été les premiers à organiser leurs hommes et ont donné envie à leur population d'élever de gigantesques monuments publics qui révéleraient au monde leur puissance nouvelle. Ils créèrent la première grande civilisation de Mésoamérique. Ils influencèrent les Mayas et les peuples qui leur succédèrent. Ces têtes colossales sont de véritables œuvres d'art. Avant les Olmecs, il n'y avait rien de semblable. Depuis non plus. Aujourd'hui, elles sont presque les seules choses qu'on connaît des Olmecs. Et ces rois de pierre sont les ambassadeurs de leur civilisation.